Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, à chacune et à chacun. Pour moi, étymologiquement, écologie, c'est connaissance de la maison, et économie, c'est gestion de la maison, et on apporte une bonne réponse à une question qu'on a bien posée. C'est la première chose que je voulais vous partager. La deuxième, c'est un extrait de Vol de nuit de Saint-Exupéry, qui dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. » Alors pour démarrer ce moment, j'avais envie de vous partager 4 forces en marche régénératrices, simples et efficaces, vues de ma fenêtre. La première, c'est l'overview effect, que certains, sûrement d'entre vous, connaissent. Cet état dans lequel les astronautes reviennent après avoir rencontré la Terre. Je vous souhaite à chacun de le vivre dans quelques instants, grâce à One Home. La deuxième force en marche, c'est ce que je regarde se développe. Si je regarde le nid de poule en vélo, je roule dans le nid de poule. Si je regarde à côté, je passe à côté. Donc ce que je vous souhaite, c'est de regarder là où c'est constructif, collectif, positif, collectif. La troisième, c'est quand on s'éclate ensemble, on fait des trucs de dingue. Et là, on a un truc de dingue à faire tous ensemble. Et donc, s'il y a bien une énergie qu'il faut aller chercher, c'est celle de s'éclater ensemble. Ça me paraît essentiel. Et la quatrième, force en marche, régénérative, c'est la musique. Jean-Christophe Spinozzi m'a dit il y a quelques années, le verbe permet de se comprendre, la musique permet de s'aimer tout de suite. Et la musique, elle est juste géniale. On met de la musique dans une étable, le lait, il est meilleur. On la met dans un hôpital, on guérit plus vite avec les plantes. Donc il faut qu'on passe du quantique au quantique, parce que c'est de la vibration, la musique. Donc elle est juste géniale, la musique. Et donc, je vais vous partager... vous avez vu que j'ai un beau t-shirt, Music for Planet. Voilà. Et parce que la Music for Planet, on dit que la musique elle réchauffe l'ambiance et pas la planète. Voilà. Donc je vous souhaite de mettre de la musique dans votre activité, en fait, quelle qu'elle soit, parce que votre activité deviendra tout de suite plus régénératrice. Vous avez vu qu'il y a une guitare qui est là. Elle est unique au monde. Elle est née il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans pour un TEDx. Et du coup, comme j'ai écrit une petite chanson et que cette guitare elle est dans une matière qui est 100% biosourcée, durable, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, et je vais vous jouer ma petite chanson qui s'appelle « L'une comme la lune et l'autre ». Voilà. Dessus la lune, dessous la terre, le monde est sans dessus-dessous. Histoire de thunes, l'histoire en l'air, on en est fou, on en est où? Quart de lune, prendre son quart de conscience, prendre sa part, ne plus tomber de la lune. La science accroche notre conscience. Ne promettons plus la lune et n'allons plus la décrocher. Demi-lune, demi-conscience, pleine lune, pleine conscience. Dessus la lune, dessous la terre, dedans relié à dessus-dessous. Terre à terre et lune à lune, alter ego de l'une et l'autre. Depuis toujours, nous rêvons, les yeux tournés vers la lune. La pleine lune, elle nous aimante. La terre-mère, elle est aimante. Alors la terre, elle est vivante, une théorie pas déconnante. Rêvons les yeux grands ouverts, les yeux tournés vers la terre.
Dessus la lune, dessous la terre, dedans relié à dessus dessous, terre à terre et lune à lune, alter ego de l'une et l'autre. Depuis les yeux tournés, vers la terre, chemin de terre, chemin de rêve, de la déroute à l'autre route, l'homo sapiens à l'homo quoi. Croiser le fer, c'était hier, choisir de faire autour d'une bière, lever avec nos potes de fer, nos pots de terre à la biosphère. Dessus la lune, dessous la terre, dedans relié à dessus dessous, terre à terre et lune à lune, alter ego de l'une et l'autre. Dessus la lune, dessous la terre, dedans relié à dessus dessous, terre à terre et lune à lune, alter ego de l'une et l'autre. Merci. Vous connaissez l'expression l'art et la manière. J'y ajoute la matière. L'art, c'est un inutile qui est indispensable. Nous avons chacun notre manière de, et ensemble, nous avons matière à. Je vous souhaite un bon moment. Hop. Je crois que vous pouvez encore l'applaudir un petit peu. Mon micro est pas branché, mais... Ça permettra de brancher le micro, voilà. Bonjour, alors difficile d'enchaîner après un tel moment poétique et de redescendre un peu sur Terre avec l'Overview Effect. J'ai donc décidé de faire mon introduction en slam ce soir pour vous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais être plus classique. Désolé, je suis Guillaume Ledy, journaliste, directeur éditorial à l'ADN, un petit média que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et c'est avec grand plaisir que j'officie ce soir pour animer cette table ronde de clôture. Bravo à vous d'être restés jusqu'au bout déjà. Applaudissez-vous un petit peu, ça fait du bien de... Voilà, vous êtes courageuses et courageux d'avoir tenu tout au long de ce salon assez fantastique. Alors, cette table ronde, elle va être consacrée à une question plutôt cruciale. J'ai dit terre à terre, effectivement, on va revenir sur le plancher des vaches. Et si l'entreprise contribuait à la régénération des écosystèmes et de la société ? Tout un programme, surtout quand on sait que les entreprises ont déjà pas mal de pain sur la planche et que pour certains, tous les sujets qui nous animent ici, à ProDurable, constituent plus de contraintes, voire d'emmerdement, qu'autre chose. Mais nous, ici, on aimerait aller un cran au-delà des acronymes avec lesquels vous jonglez toutes et tous au quotidien. J'en nomme quelques-uns, hein, ne faites pas de cauchemar, mais CSRD, ISR, DPEF, ODD ou encore ERC. Hein, là, on est dans le terre-à-terre. Et ce qui pourrait nous permettre d'aller un cran plus loin, pour certains en tout cas, c'est justement le concept de régénération. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet avec nos intervenants, je vous propose quand même un petit tour, non pas par l'Overview Effect, mais par le dictionnaire. Quelque chose d'un petit peu plus concret. C'est toujours utile de bien nommer les choses, comme disait le philosophe. Hein, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et il en a suffisamment, ça c'est moi qui l'ajoute. Bref, selon le Larousse, la régénération désigne l'action de restaurer, de recréer ou de redonner vie à quelque chose qui a été détérioré ou dégradé. On sent bien qu'appliqué aujourd'hui aux écosystèmes et à la société, le terme prend une dimension nouvelle, une dimension plus large, englobant non seulement la restauration de la nature, mais aussi la reconstruction de nos systèmes sociaux et économiques, je vous rappelle, détériorés ou dégradés. Ça donne plutôt envie, ce terme de régénération, régénératif pour certains. Pourtant, la notion de régénération reste encore floue quand il s'agit de l'appliquer notamment au business. Pour certains, il s'agit d'une transformation radicale de nos modèles économiques qui vise à aller vers une création active de valeurs écologiques et sociales, quitte à diminuer la création de valeurs existantes. Vous voyez tous les détours sémantiques pour éviter de mentionner le terme de décroissance. Bon, ça fait peur. Pour d'autres, la régénération, c'est plutôt une approche qui intègre des pratiques déjà bien établies, telles que la neutralité carbone, l'économie circulaire, mais qui vise un impact encore plus positif. Et si c'est flou, eh ben c'est qu'il y a un loup, comme disait Martine Aubry cette fois-ci. Alors ce que je vous propose, c'est tous ensemble, on va tenter de l'apprivoiser
ce loup, ou tout du moins de réfléchir collectivement à ce que signifie véritablement régénérer dans le contexte de l'entreprise. Et ça tombe bien, puisqu'on est ici ce soir avec un certain nombre d'experts, avec lesquels on va se poser un certain nombre de questions. Comment les entreprises peuvent passer de la réduction des impacts à la création d'un modèle qui régénère activement les écosystèmes et la société? Quelles actions concrètes mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Et surtout, comment accélérer le mouvement pour qu'il devienne la norme plutôt que l'exception? Alors, pour apporter des éléments de réponse à ces questions plus qu'urgentes, j'ai la chance d'être accompagné de plusieurs expertes et expertes que vous connaissez sans doute toutes et tous. On va les accueillir par ordre alphabétique et en les applaudissant, et puis je vous les présenterai au fur et à mesure. Je vous prie de bien vouloir accueillir donc Thomas Bladier, Fabrice Bonifay, Cyr Dioré qui va revenir sur scène avec nous, Céline Robert et Maximilien Rouher. Alors, vous voyez leurs différentes interventions. Allez-y, installez-vous, prenez place, prenez vos micros. Vous avez, je crois, chacun et chacune, un petit micro. Ah ben non, Cyr n'est plus équipé. Bon, bah, vous allez vous partager un petit micro. Vas-y, Maximilien. Je vous en prie, puisqu'on se vous voit sur scène. Merci à tous d'être là, d'être encore là. Vous aussi. Je vais commencer avec vous, Maximilien Rouher. Voilà, donc petit micro. Il fonctionne ? Allô ? Super. Vous êtes partenaire Sustainability Advisory chez Forvis Mazars Group et auteur de La France Bleu, Blanc, Vert, que vous nous ferez peut-être l'honneur de dédicacer d'ailleurs tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir. Je voulais commencer avec vous sur la question de la définition. J'ai donné celle du Larousse, mais quelle est la vôtre aujourd'hui? C'est quoi la régénération? De quoi on parle quand on parle de régénération? Alors pourquoi on en parle? Déjà merci, bonjour à tous, pour ceux que je n'aurais pas vus aujourd'hui. La régénération, elle n'est pas sortie du chapeau, elle est sortie dans un monde qui brûle. Voilà, on est à ProDurable, donc tout le monde connaît bien notre contexte général. Et dans un monde qui brûle, est-ce qu'on peut se contenter d'être net zéro? Est-ce qu'on peut se contenter d'arrêter les flux, d'arrêter de polluer, d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre? Le sujet, on le sait, c'est non. Il faut aussi qu'on traite la dette environnementale, il faut qu'on traite les stocks. En termes un peu techniques, vous savez qu'on a dépassé les 423-24 ppm, partis par million en concentration de CO2. On était parti de 280. Voilà. Bah, la régénération, juste sur la question climatique, ça serait être capable collectivement de revenir à ces 280 ppm. Ça veut dire revenir à un climat stable, ça veut dire réorganiser les grands équilibres biogéochimiques de la Terre. Donc en termes concrets, c'est très physique la régénération. Ça va s'appuyer sur des KPI, excusez-moi, on est dans le business. Encore un acronyme. Encore un acronyme, des indicateurs aussi tangibles que des tonnes, que des mètres cubes ou que des nombres d'espèces. C'est assez concret en fait. Et si on s'écarte de ça, on s'écarte du sujet général qui est maintenir l'espèce, la civilisation. Donc c'est un truc extraordinairement motivant, pour pas dire kiffant, comme disent nos enfants. On a un monde à reconstruire, on a un monde à redéfinir, on a un monde à réorganiser, et ça passera par les entreprises. Et juste le petit mot de conclusion, pourquoi ça passerait par les entreprises? Parce que les entreprises, c'est le moteur d'action en fait de nos sociétés, et il n'est absolument pas fatal que les entreprises continuent de détruire. Voilà, parce que voilà, c'est un lieu commun ici, mais l'entreprise d'aujourd'hui, pour chaque point de chiffre d'affaires, pour chaque euro gagné, détruit. Elle détruit l'environnement parce qu'elle détruit le climat, parce qu'elle pollue l'air, l'eau, les sols. Alors évidemment, la dynamique, c'est de polluer moins. C'est l'atténuation, c'est la mitigation, c'est le net zéro, et c'est déjà extraordinaire. Mais au-delà de ça, encore une fois, dès qu'on est au net zéro, ça veut dire qu'on serait à des flux neutres, on ne pollue plus, on ne détruit plus le climat. Ça ne suffit pas parce qu'on a toute l'histoire derrière nous qu'on a accumulée. Et la chose merveilleuse, c'est que l'entreprise d'aujourd'hui, en fait, elle sait tout à fait s'adapter et elle sait produire de l'euro, produire du chiffre d'affaires et aussi stocker du carbone et aussi dépolluer l'air, l'eau, les sols et aussi produire de l'énergie et aussi régénérer la biodiversité. Ça, c'est techniquement possible. Et l'enjeu de cette table ronde, voilà, et l'enjeu collectif que nous avons en tant qu'humanité, en tant qu'entreprise, c'est d'être capable de sortir de nos pièges cognitifs du type l'entreprise, elle détruit, au mieux, elle sera net zéro, d'arriver à accepter et à accueillir la réalité que l'entreprise peut être un outil de réparation et de régénération des grands équilibres de la vie, du vivant, que nous en sommes acteurs. Dans cette communauté ProDurable, nous en sommes tous acteurs. N'en doutez pas.
Et l'enjeu, c'est de rendre ça compatible dans les délais qui sont scientifiquement, on va dire, interpellés ou interpellants, comme Le Treut, Jouzel ou Masson-Delmotte nous le disent quotidiennement. Et merci Maximilien. Sir Dioré, vous êtes donc fondateur de Music for Planet, mais aussi de Greenfib. On a vu avec vous que cette question de la régénération passait par l'émotion, mais est-ce que la thématique de Produrable cette année, c'est Parlons valeurs, est-ce que ça passe aussi par un certain nombre de valeurs? Et si oui, comment on fait pour les diffuser le plus possible, à part par la musique et l'overview effect? Déjà pas mal, hein, mais... Ouais. Moi, je dis souvent, on comprend avec sa tête et on bouge avec son émotion, parce que c'est la même racine que mouvement, moteur, motivation. Donc, on a besoin de repères, on a besoin de chiffres, on a besoin de solutions, mais pour que ça bouge, ça passe par l'émotion. Et ça m'arrive aussi souvent de parler de prix, parce que souvent, ma matière, elle est juste assez chère pour qu'on se pose des nouvelles questions ensemble. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Et du coup, un prix, 1 euro, c'est froid. Il n'y a rien de plus froid qu'1 euro. Il n'y a pas d'émotion dans 1 euro. Par contre, une valeur, c'est que de l'émotion. C'est que chaud. Et voilà. Et du coup, quand on change le système de valeurs de manière structurelle, on est un peu paumé dans les histoires de c'est quoi la définition d'un prix, c'est quoi les critères de décision qu'on prend. Donc, et le dernier point que je rajouterai là-dessus, c'est... Un jour, on m'avait parlé d'une maladie qui s'appelle l'alexithymie. Alors, je ne suis pas médecin, donc si je dis une bêtise, il faut m'arrêter. Mais ce que j'ai compris de cette maladie-là, c'est des gens qui ne ressentent aucune émotion. D'accord. Et une des conséquences, c'est que c'est des gens qui ne prennent aucune décision. Et en fait, la décision, elle est 100% émotionnelle. Donc, on peut réfléchir autant qu'on veut avant et après. L'instant de la décision, il est dans le ventre, quoi. Donc il faut travailler à effectivement nourrir ses émotions pour aller vers plus de régénération. Thomas Bladier, vous, chez Oclima, vous travaillez de façon assez concrète, on rentrera un petit peu plus peut-être dans le concret tout à l'heure, mais à travailler les écosystèmes. Racontez-nous un peu ce que vous faites, à régénérer les écosystèmes. Racontez-nous un peu comment vous vous y prenez. Et puis, pour vous, ce que c'est que la régénération, puisqu'on en reste à ce tour de table de définition. D'accord. Avant, si tu es... D'accord, Guillaume, mais en fait, même si tu n'es pas d'accord, je vais faire un petit détournement de conférence pour un message personnel. Séverine, j'ai été super heureux de te revoir ce midi et j'ai une déclaration à te faire. Je suis amoureux de toi. Bravo. On parlait de l'émotion, donc bravo. Alors, j'ai jamais eu ça en conférence. Si quelqu'un veut faire une demande en mariage, c'est maintenant. Alors, j'en vis, moi, des choses aussi ici. Hein. Merci, Thomas. Je t'en prie. Ça me fera une anecdote. J'ai été inspiré par l'appel à l'authenticité de Cyr. Alors, mon deuxième message authentique, c'est moi, j'ai été très énervé quand j'ai lu les consignes Produrable, que tu as un petit peu rappelé tout à l'heure, Cyr. Et en même temps, je comprends complètement de dire on est mu par nos émotions et par nos émotions positives, nos envies d'aller vers un avenir désirable. Parmi lesquelles l'amour, donc, du coup. Ouais, okay. Et donc, la consigne, insister sur les solutions, sur le positif, parce qu'en gros, le constat navrant dans lequel on est, du mur qu'on va se prendre, on l'a tous, donc pas la peine d'insister. Et ça m'a un peu énervé parce que moi, je ressens aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère par rapport à la situation dans laquelle on est, et d'autant plus que je quitte la vision très théorique de qu'est-ce que c'est que les ppm, le dérèglement climatique, parce que pour moi, 4 degrés, c'est la température de ma bière. Donc quand on me dit 1,5, 4 degrés, intellectuellement je comprends, mais en réalité, ça ne me touche pas, quoi. Et je pense que nous tous ici, qui, j'imagine, sommes convaincus de cet enjeu, je pense qu'il faut qu'on sache parler dans des termes et avec des réalités qui frappent nos contemporains. Si on leur parle de 4 degrés, ça ne va rien leur dire. Moi, ce qui m'a fait une claque dans la gueule, c'est quand j'ai vu cette carte du monde, et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez colorié en rouge l'Inde et le Pakistan? Et on m'a dit, parce que c'est la zone qui sera inhabitable dans 30 ans. Inhabitable. Il y a 2 milliards d'individus, des puissances atomiques. Dans 30 ans, c'est inhabitable. Et je pense qu'on a besoin, chacun, de ces images-là pour savoir de quoi on parle. Alors après, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que tu dis sur le fait qu'il faut aller vers des émotions positives. Et
Et moi, je trouve que ce concept de régénératif, il est super puissant par rapport notamment à la décroissance. Parce que, en tant qu'Homo sapiens, j'ai beau être convaincu qu'il faut faire moins et qu'il faut décroître, bah, en réalité, j'ai envie de plus, quoi. J'ai envie de plus, toujours plus. Et ce que je trouve très intéressant dans le régénératif, c'est que ça nous donne un autre plus à désirer. Une autre forme d'abondance potentielle. Voilà, c'est ça. C'est pas un plus de bagnole, plus de pognon, c'est plus de contribution au bien-être de la société, de nos contemporains et des écosystèmes. Et je pense que ce genre de changement de valeur, ça tombe bien, c'est le thème, il est super important parce qu'on n'y arrivera pas juste avec des solutions technocratiques. Il faut qu'on arrive à changer les désirs, à proposer des imaginaires et des valeurs qui soient nouvelles, qui soient inspirantes. Et je pense que dans l'entreprise régénérative, quelles que soient les limites du concept, il y a ça en jachère. C'est pas juste on va faire moins les gars, il va falloir se serrer la ceinture, les gars et les filles. Il y a on va aller vers plus, on va aller vers quelque chose qui soit désirable. Et ça, je trouve que c'est super. Et donc, moi, j'ai la chance chez Au Climat d'avoir une autre Séverine, que je salue au passage, ainsi que tout le reste de l'équipe. Et ils sont, je précise bien, c'est bien que c'est pas la Séverine, voilà, parce que ça se trouve, elle est dans la salle, elle s'est dit, ah, voilà. Eh ben merde, ça va être dur au boulot demain. Et moi, ce qui m'enthousiasme le matin, c'est de voir toute l'énergie qu'on a. Et nous, effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est de régénérer des écosystèmes. Donc, on va restaurer des forêts qui ont été dégradées. On travaille avec des agriculteurs qui essayent de restaurer aussi les sols, parce que c'est le vivant qui a cette capacité de se régénérer. Et si on s'en occupe bien, eh ben, la régénération, il va le faire tout seul. Il faut juste qu'on lui laisse l'espace pour le faire. Et l'autre point qui me semble très important dans le régénératif, c'est la dimension collaborative. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais jamais une entreprise elle va vraiment pouvoir régénérer les écosystèmes. Elle ne peut pas le faire toute seule, mais avec les bons partenaires, avec les bons liens dans les chaînes de valeur, elle peut le faire, elle peut y contribuer, elle peut en tout cas aller dans cette direction. Mais merci de me faire parce que j'ai explosé mon temps de parole. Non, très bien, mais c'est merci de me faire ma transition, puisque vous parliez de collectif. Dans le collectif, il y a une notion importante, c'est aussi la transmission et l'éducation, ou à tout le moins la formation, et c'est justement votre spécialité, Céline Robert. Alors, je reste quand même dans ce tour de table de définition. Dites-nous déjà ce que vous faites, vous, avec AXA Climate, et ce que c'est que la régénération pour vous. Alors, puisque c'est la mode, moi aussi, je vais commencer par un truc qui n'a rien à voir. Allez-y, c'est la dernière, vous avez le droit. Parce que j'étais pas censée être là ce soir, donc je suis arrivée un peu au pied levé, et j'ai un ami à qui j'ai écrit pour lui dire bah, « Désolé, je serai en retard pour l'apéro ». Et il m'a dit « Surtout dans cette table ronde, ce qui est important, c'est que tu places le mot « amour ». Et je pensais pas que ce serait si simple. Donc, pour en revenir à notre régénération, donc... moi, je pilote une école de formation qui s'appelle la Butterfly School. Très joli. On a appelé ça juste initiation ou introduction à l'entreprise régénérative parce qu'évidemment, il y a énormément de choses à dire et c'est un sujet qui est très complexe. Nous, on utilise plein de définitions différentes, mais il y en a une qui me semble adaptée, peut-être qui est plus complémentaire de tout ce que vous venez de dire, c'est le fait de dire qu'une entreprise régénérative, elle arrive à créer les conditions pour que le vivant puisse exprimer son plein potentiel. En fait, moi, j'aime bien cette définition-là parce qu'elle remet un peu la notion de nous, vivants, humains, on n'est pas capable de régénérer. C'est le vivant qui sait se régénérer tout seul. Et donc, il y a un sujet de laisser l'espace et laisser le temps au vivant de se régénérer quand une entreprise, elle opère dans quelle que soit son activité. Alors, nous, on travaille avec un certain nombre d'outils qui sont des outils de formation. Donc, évidemment, je ne vais pas essayer de compétir, on dit en espagnol, je ne l'ai pas, de te concurrencer sur ton terrain. Non. Moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas scientifique. Moi, ma spécialité, c'est la formation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on priorise le savoir qui semble les plus urgents, les plus utiles. À qui est-ce qu'on s'adresse en premier lieu et comment est-ce qu'on raconte des histoires qui marquent les gens et qui leur permettent d'avancer. Et quand on essaye de répondre à cette question, il y a plusieurs choses intéressantes. Tu parlais de l'aspect systémique. C'est un des trucs les plus difficiles, je trouve, quand on parle aux entreprises, de leur faire comprendre qu'une des solutions, c'est de dézoomer et de regarder vraiment autour d'eux quelles sont toutes leurs parties prenantes. Donc nous, on fait des exercices, on a des instruments qui permettent d'emmener les entreprises en se disant qu'est-ce que vraiment j'ai comme influence autour de moi. Donc en général, les parties prenantes, les gens, ils voient vite leurs clients, leurs fournisseurs, leurs actionnaires. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller beaucoup plus loin
de se poser la question sur toutes les structures humaines ou non humaines sur lesquelles on peut avoir une influence avec notre activité, en se posant par exemple la question, si j'arrête mon activité demain et qu'aucun concurrent ne la reprend, qu'est-ce qui gagne? Et en se posant ces questions-là, on arrive très loin et on va au-delà d'une logique purement transactionnelle avec nos parties prenantes et on arrive vraiment à recréer des liens humains qui sont propices à la régénération. Ça, c'est super difficile. Et je voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet. C'est que on a le temps. c'est que en formation, ce qui est difficile, on essaye de pas trop simplifier parce que ce sont quand même des sujets qui sont très complexes. Et on essaye d'utiliser des outils qui parfois peuvent paraître simplistes, mais qui sont très intéressants. J'en citerai qu'un seul, c'est celui par exemple des principes du vivant. Nous, on utilise 9 principes du vivant qui sont hérités de différents types de littérature scientifique. L'idée, c'est pas d'être très précis scientifiquement sur comment la nature fonctionne. L'idée, c'est de s'en inspirer en disant ça fait 3,8 milliards d'années que la nature elle est robuste parce qu'elle respecte un certain nombre de principes. Qu'est-ce qui se passe si on applique ces principes à l'entreprise? Donc, qu'est-ce qui se passe si on considère que l'entreprise, c'est un système vivant comme les autres? Et ce qu'on fait, c'est simplement de la maïotique, c'est du questionnement. C'est amener énormément de questionnements. Et des fois, c'est des questions qui sont d'une simplicité ahurissante. C'est dire à un entrepreneur combien tu veux gagner avec ce projet. Bah, je sais pas, le max. Je sais pas, non, vas-y, donne-moi un chiffre. En fait, quand on travaille sur ces sujets-là et qu'on dit donne-moi un chiffre de ce que tu veux gagner, quel est ton niveau de vie que tu souhaites atteindre d'un point de vue personnel, qu'est-ce que tu souhaites réinvestir dans ton entreprise, peut-être pour changer les pratiques sectorielles, combien est-ce que tu souhaites employer de personnes, combien de familles tu souhaites faire vivre et faire vivre bien, idéalement, quel est l'espace sur le territoire que tu veux occuper. C'est des choses qui sont hyper simples, qui sont héritées de la nature qui a elle-même une croissance finie en règle générale. Et quand on se met à les appliquer avec une vraie déconstruction culturelle en se disant les paradigmes du capitalisme, il serait vraiment temps d'en douter, il se passe des trucs. Il y a vraiment des résultats qui sont spectaculaires. Des résultats concrets sur lesquels on reviendra au cours du deuxième tour de table. Je fais un peu de teasing, comme ça c'est toujours bien, vous restez jusqu'au bout. J'allais vous relancer sur le fait de savoir si ça s'adressait à l'ensemble des entreprises, à tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise et tout secteur. Et vous y avez répondu, donc merci beaucoup. Dernier intervenant de ce premier tour de table autour de la définition. Est-il encore nécessaire de présenter monsieur Fabrice Bonifay? Oui, peut-être. Non, voilà, vous l'avez déjà suffisamment vu et entendu. Et monsieur est top voice sur LinkedIn en plus, donc bravo, bravo. Fabrice Bonifay, entre autres choses, vous êtes président du C3D, auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont on reparlera, notamment d'un tout à l'heure, ou peut-être à l'instant si vous le souhaitez. Pour vous, c'est quoi la régénération et c'est quoi une entreprise régénératrice ou régénérative? Je ne vais pas paraphraser ce qui a été très bien dit par tous ici. La difficulté maintenant, c'est d'accélérer. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Les constats sont affligeants. Et ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est le temps qui nous reste pour se mettre en route. Et on sait qu'on va être dans un rapport de force entre ceux qui croient que la Terre est plate et que le monde est infini, et puis les autres, dont on fait partie ici, je pense, dans cette salle. Et c'est ça qui va être compliqué, parce que tout le monde est pour que ça aille mieux, mais les gens, ils ne changent pas véritablement d'habitude. Et les entreprises changer leur modèle d'affaires. C'est compliqué parce qu'on leur a dit depuis tout petit que finalement la réussite c'était le free cash flow, le return on equity et basta quoi. Et l'accumulation. Et l'accumulation et la possession, etc. Donc cet imaginaire-là dans la tête des actionnaires et puis nous-mêmes, moi je ne veux pas vous mettre mal à l'aise là, mais moi je suis encore effaré de voir qu'il y a des responsables RSE qui prennent l'avion, des responsables RSE qui mangent de la viande, des responsables RSE qui voilà, il y en a plein. Vous avez touché une corde sensible et quelques applaudissements. Voilà. Donc la meilleure façon d'influencer, c'est d'être exemplaire et déjà s'appliquer à soi-même ce qu'on essaye de vouloir pour les autres, quoi. Donc il y a beaucoup de manque de crédibilité aussi parmi ceux qui parlent de ce sujet-là. Et ça pose déjà un vrai problème parce que quelqu'un qui n'incarne pas ce qui vend aux autres, déjà, ça ne marche pas. Et à partir de là, ce dont on a besoin maintenant, c'est de méthode. Parce que je pense que là, des livres sur les constats, c'est bon, il y en a beaucoup, mais des livres qui vont expliquer petit A, il faut faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, il y a plusieurs méthodes. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas one best way pour aller vers le régène. Non, mais par contre, on sait quelle est la ligne d'arrivée, on sait donc régénérer, ça a été dit par tout le monde ici. Moi, je ne crois pas, personnellement, au business zéro impact. Ça n'existe pas un castor qui fait un barrage sur la rivière, il a un impact, et pourtant c'est bio, un castor. Oui, donc on n'y arrivera jamais au zéro impact. C'est même pas quand on respire, on émet du CO2, donc c'est pas le problème du zéro impact. C'est d'intégrer dans son modèle d'affaires les dispositifs qui vont permettre donc de restaurer, de régénérer, pour que le bilan net soit effectivement 0+.
Voilà. Mais de dire qu'on va être zéro, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et donc, si on veut être zéro plus, donc au coût de maintien du capital nature, parce que le principal capital d'une entreprise, c'est le capital nature, bien avant les autres, ben, ça veut dire renoncer déjà à tout un tas de conneries, parce que le grand problème aujourd'hui, c'est de diminuer le non-essentiel. On ne pourra pas verdir l'essentiel et le non-essentiel. Rien n'est moins efficace, je le dis tout le temps, que de vouloir rendre plus vert des trucs qui ne devraient plus exister. Donc déjà, il faut se poser la question démocratiquement, là, dans les entreprises, sur les territoires, mais on a besoin de quoi réellement? On a besoin de quoi pour vivre bien, pour vivre heureux? Et le bonheur est immatériel, ça a été dit par Cyr, voilà, le bonheur est immatériel, c'est comme ça. Et donc il faut qu'on se déconstruise cet imaginaire qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit, que le bonheur c'était de posséder, que c'était d'accumuler, comme des espèces d'écureuils. Et ça... Pardon, si je me permets, Fabrice Bonifay, il y a un problème d'urgence qui se pose. C'est-à-dire que la déconstruction d'un imaginaire, ça prend du temps, ça prend une, voire c'est pour ça qu'on a besoin des artistes. Et on n'en a plus. On a besoin. Voilà, c'est pour ça que nous, moi j'ai compris ça très tard, trop tard, et je le regrette, hein, franchement. On a besoin d'émotions, mais c'était dit, je ne vais pas paraphraser, c'était dit, donc on a besoin de faire tourner les assiettes tout en même temps. On va avoir besoin de nouveaux imaginaires et les artistes savent faire ça, ben, tant mieux, on va avoir besoin d'eux. On va avoir besoin de méthodes organisationnelles pour donner aux entreprises une recette. Hein, il y a plusieurs recettes possibles, ça tombe bien, mais il faut quand même qu'elles utilisent une recette. Et puis après, il faut surtout beaucoup de courage. D'ailleurs, la table ronde que j'animais hier sur les leaders poétiques, leaders culturels, hommes ou femmes, c'est des gens qui auront la force d'âme d'entraîner tout leur écosystème. Et là, il faut vraiment y croire. Et c'est là qu'il faut être exemplaire. C'est là que je rejoins mon propos liminaire. Il faut être super exemplaire. Et au pire, ça marche. Voilà. Eh ben, soyons exemplaires, ça me paraît être un bon conseil. On a fini donc le premier tour de table. Hein, vous voyez, on progresse quand même dans la question de la régénération. Le deuxième, je réinvente pas la roue en matière d'animation et de construction, de structuration de tours de conférences. C'est comment on fait concrètement et comment on passe à l'action. Là, on a vu un peu à quoi pouvait ressembler la régénération. Maintenant, comment on fait? Et pour ça, Céline Robert, je voulais justement rester avec vous redonner la parole tout de suite parce que vous avez développé un certain nombre d'outils au sein de la Butterfly School. Ces outils s'appliquent à un certain nombre de typologies d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en présenter un ou deux pour donner quelques clés quand même pour qu'on puisse repartir en disant tiens, je vais moi-même prendre mon bâton de pèlerin au sein de ma boîte et dire devenons régénératifs. Comment on fait? Alors, évidemment, ce n'est pas des baguettes magiques, ce n'est pas des outils qui, au bout de 10 semaines de visio, vous permettent de rendre votre entreprise régénérative. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des outils qui amènent vers un questionnement qui peut paraître parfois assez basique, mais qui en fait est jamais poussé suffisamment loin, dans mon expérience en tout cas. Et donc, si je reprends par exemple l'outil des principes du vivant, on a 9 principes, je ne vais pas vous les dérouler, sinon je prendrai tout le temps de parole. Quoique étant donné la parité ici, j'ai peut-être la moitié vous en avez plus que les autres. Allez-y. Merci. Non, mais je vais juste vous donner quelques exemples pour vous faire comprendre mon propos. Il y a, par exemple, un de ces principes du vivant qui est la sous-optimalité. On en parle souvent. C'est l'idée de dire, par exemple, ton corps, il est à 37 degrés. Si jamais tu as une attaque par un virus ou une bactérie, tu vas être capable de monter à 40 degrés. Et ça aura un intérêt puisque les enzymes qui vont lutter contre l'agression sont beaucoup plus efficaces à 40 degrés. Mais une fois que tu seras guéri, évidemment, tu vas redescendre à 37 degrés. Le vivant, il en garde sous la pédale pour réagir en temps de crise. Nous, entreprise, on n'est pas hyper fort là-dedans. On a tendance à toujours être au max. Olivier Hamon, qui est le scientifique qui a vulgarisé la sous-optimalité, il parle souvent du porte-container qui s'est mis en travers du canal de Suez. L'Ever Given. Et qui a complètement obstrué toute l'économie mondiale à raison de 400 millions de dollars par heure. C'est intéressant comme exemple parce que c'est assez symbolique. Donc, les entreprises qu'on pousse à se poser la question, quel est le type de petit sacrifice que tu es prêt à faire sur ta rentabilité? Quelle est la marge que tu es prête à rogner tout de suite pour être viable dans 15 ans? C'est des questions qu'on se pose comme ça intellectuellement, mais en fait dans lesquelles on ne rentre pas réellement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on arrive. Je vais donner un exemple. Par exemple, Valrhona, qui fabrique du chocolat, ils sont extrêmement dépendants du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, on a vu la fève de cacao s'envoler récemment parce qu'il y a des sécheresses là-bas. Oui, faites des stocks. Ils ont pris en compte cette dépendance et ils se sont posé cette question. Comment est-ce qu'on fait pour être encore présent dans 10 ans, dans 15 ans, avec non seulement un bon niveau de qualité pour notre chocolat, mais aussi
avec de l'agroforesterie, avec une façon de faire nos cultures qui est correcte. Eh ben, ils sont en train de travailler avec des nouveaux cultivateurs de cacao, je crois que c'est en Haïti et en République dominicaine, qui aujourd'hui n'ont pas la capacité pour produire les fèves qui ont la qualité suffisante pour entrer dans la composition de leur chocolat. Néanmoins, ils font cet investissement parce qu'ils développent des relations qui sont aussi pas seulement transactionnelles, qui comprennent vraiment la vie de ces producteurs locaux. Et ça, pour moi, c'est vraiment de la sous-optimalité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand on optimise quelque chose, dans 99% des cas aujourd'hui, on l'optimise selon le critère pognon. Et là, l'idée, c'est de faire rentrer d'autres critères, mais au même niveau. Et du coup, ça ressemble à quoi un modèle économique régénératif? Alors, souvent, un modèle économique régénératif, il essaye de s'éloigner le plus possible du volumique et de l'extractiviste pour se transformer en économie de la fonctionnalité. D'accord. Peut-être je te laisserai en parler un peu plus précisément, Fabrice. On y reviendra. On y reviendra. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, en tout cas, dans la formation que j'anime, l'idée, c'est qu'il y a ce sujet très technique de la transformation des business models, notamment comment est-ce qu'on passe à l'économie de la fonctionnalité, mais il y a aussi un sujet beaucoup plus culturel de comment est-ce qu'on repense tout ça, comment on sort des autoroutes de pensée, comment on sort de notre pilote automatique. Et notamment, si je reprends le principe de la sous-optimalité de Valrhona, quand on discute avec les boîtes qui ont réussi à faire un vrai pas de côté là-dessus, il y a certains patterns. Il y a le fait de se dire, il y a certaines boîtes qui ont compris que sous une cravate d'actionnaire, des fois, il y a un cœur humain qui bat. Et c'est important d'aller leur parler à ces gens. Et en tout cas, moi, une fois de plus, je vous dis, je ne suis pas une spécialiste de ça. Bon, moi, j'ai bossé pendant 20 ans dans des grosses boîtes. J'ai été pendant 9 ans dans des comex. Donc, je sais très bien ce que c'est que d'avoir ce type de problématique. Mais maintenant, je n'ai pas de solution technique à offrir. Par contre, ce que je vois, c'est que je vois défiler des entreprises qui arrivent à faire des pas en avant, qui sont, selon mon petit point de vue, assez impressionnants. Et il y a des patterns, c'est des boîtes, bon, alors évidemment, je vous l'accorde, qui sont très souvent à capitaux privés, mais qui sont allés voir leurs actionnaires et qui ont fait un vrai travail de conviction sur le sujet des émotions notamment. Et après, il y a d'autres, sur le sujet de la croissance limitée, qui est aussi un des principes du vivant qu'on essaye d'appliquer. Je vous donne une anecdote complètement absurde, mais cet été, j'étais en Bretagne, je vais dans une crêperie, et on était le 14 août. On reste sur le chocolat? On n'était pas tout à fait on était sur du sucre simple. On était le 14 août, je discute avec le patron de cette crêperie qui me dit « Ah, mais moi, je suis trop content, je suis en vacances après-demain. » Je dis « Comment après-demain? À quel moment, dans un endroit touristique, on ferme le 16 août ?» Il me dit « Moi, chaque année, je calcule exactement ce dont j'ai besoin pour être heureux. Le reste du temps, je fais de l'associatif. Et là, après-demain, j'ai bouclé ma recette, je ferme. » Et c'est tellement rare des gens qui pensent comme ça, et pourtant, ce n'est pas complètement fou. Je vais m'arrêter là. Non, mais merci pour cette anecdote. Oui, non, mais à méditer. Merci pour cette anecdote. Vous pouvez passer le micro à Maximilien, merci. T'en as. Maximilien, sur cette question justement des entreprises, vous en voyez aussi défiler un certain nombre dans le cadre de vos activités. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples aussi concrets que ceux de Céline, d'entreprises qui sont en train de faire leur mutation vers le régénératif? Alors déjà, je veux bien répondre à la question que tu n'as pas posée. Voilà, mon antériorité sur le sujet, elle légitimera ma réponse. Donc pour ceux qui me connaissent, ça fait 25 ans que je cherche à répondre à cette question. Donc 25 ans à chercher à répondre à la question et pourtant une grande modestie dans la réponse. C'est tout ça que je vais partager avec vous. Donc ça fait 25 ans que, comme vous tous, je suis bouleversé, ému, troublé par la situation. 25 ans que je laboure profond pour le coup pour essayer de trouver des réponses. Donc le premier sujet, c'est partir du quotidien d'une entreprise, c'est qu'est-ce que je vends. Et partons de là où ça fait mal, c'est surtout de la matière, des produits, de l'énergie. Donc le premier sujet, c'est comment je transforme mon produit, comment je transforme mon offre, comment je transforme mon modèle économique venant quelque part juste après. Et je vais faire un pas de côté par rapport à ce que tu as dit, Céline. Le sujet, c'est bien sûr la croissance volumique, mais attention avec un bémol qui est de produits négatifs. C'est-à-dire que, est-ce que je suis contre la croissance d'un arbre? A priori, j'aurais du mal. Voilà, donc c'est très symbolique, c'est un exemple très concret, mais et vous comprenez à travers cet exemple hyper banal et que tout le monde voit bien que la croissance de l'arbre, on peut difficilement être contre. Et la logique qui est centrale dans le régénératif, c'est la logique du vivant. Donc, est-ce qu'on est contre la croissance du vivant? On ne peut pas.
sinon on se trompe, on ne répond pas au sujet. Et du coup, c'est comment on va créer des produits, des offres et des modèles qui vont être pour la croissance de produits régénératifs positifs, encore une fois. Donc, c'est des produits qui vont stocker du carbone, produire de l'énergie, dépolluer l'air, l'eau, le sol et restaurer le vivant, restaurer la biodiversité. Ces produits-là, bon sang, mais il faut en augmenter la production, il faut en augmenter la croissance, il faut augmenter les volumes, puisque à peu près depuis 150 ans, tout ce qu'on fait, c'est les détruire, ces produits. Donc le premier sujet, un peu théorique encore, mais quand même très concret, c'est si l'entreprise existe, et elle existe bien, elle devrait se concentrer sur la construction de ces produits qui s'apparentent au développement du vivant, donc des produits positifs. Maintenant, concrètement, je vais donner un seul exemple, qui est un exemple que certains connaissent. Il est au Brésil, il est en France, il est très industriel, il s'appelle Vallourec. Voilà, c'est une entreprise que j'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup expérimenté, alors qu'a priori, c'est une entreprise qui ne fait pas rêver. On n'est pas dans la cosmétique. Voilà. On est dans la sidérurgie. Voilà, donc Vallourec, c'est un Français, leader mondial des tuyaux en métal, en acier, sans soudure, tuyaux donc très techniques. Il se trouve que ça fait à peu près 15 ans qu'ils ont inventé le concept d'usine forêt. Une usine forêt, pourquoi ? Parce que la sidérurgie, vous savez, ça consomme beaucoup d'énergie, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, a priori, pour produire de l'acier. Voilà. Donc l'acier, c'est les infrastructures, c'est les trains, c'est tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Ils ont inventé un concept où finalement, plutôt que de bouffer du fossile, du charbon, du fioul ou autre pour faire leur acier, ils ont utilisé de la forêt, donc ils sont mis à étendre le périmètre de l'usine. C'est plus simplement l'usine, c'est l'usine et des milliers d'hectares, des centaines de milliers d'hectares autour qui vont gérer avec des réservoirs de biodiversité et gérer pour produire de la biomasse, des arbres pour venir en substitution. Voilà. Tout ce qui importe pour eux, substitution du fossile, du charbon, tout ce qui importe pour eux, c'est pouvoir produire 1 tonne d'acier en ayant pour bilan net de produire plus de biodiversité qu'il y en avait avant, produire plus de stockage de carbone qu'il y en avait avant et produire plus d'énergie qu'il y en avait avant. Donc c'est assez singulier, c'est assez original. Ils ont marketé ça en appelant ça l'usine forêt. Évidemment, si on veut critiquer, on critiquera, mais c'est assez emblématique parce que c'est pas une start-up, c'est pas une PME. C'est un groupe industriel significatif, conséquent, et qui est assez emblématique pour moi des offres et des produits qu'on peut faire. Alors c'est l'ancien monde parce que c'est de l'acier, mais un pays a besoin d'acier. Et c'est le nouveau monde parce que c'est un acier qui est produit à partir du vivant, tout en respectant ce vivant massivement, c'est-à-dire en travaillant sur le respect des écosystèmes. Et ça marche parce qu'ils n'ont pas vu juste l'usine avec son emprise d'usine. Ils ont pris, comme tu l'as dit Céline, un territoire extrêmement large autour, en disant finalement cette usine, elle dépend d'un écosystème, elle dépend de partenaires, elle dépend de vivants, de non-vivants, elle dépend de plein de choses. On va essayer d'intégrer tout ça et d'en faire in fine un produit dont l'ensemble des bilans, CF, ce que disait Fabrice tout à l'heure, dont l'ensemble des bilans sera ou positif ou neutre. Voilà. Une approche un petit peu holistique de la façon de produire. La forêt, c'est votre élément, Thomas Bladier, entre autres choses. Racontez-nous un petit peu ce que vous y faites avec Au Climat et ce que concrètement vous pouvez apporter sur la question de régénération. Alors la forêt, en France, c'est un tiers de notre surface. Donc la France, c'est 55 millions d'hectares et 18 millions de forêts, 18 millions d'hectares de forêt. Et sur ces 18 millions d'hectares de forêt, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'il y a au moins 3 millions d'hectares qui est inadapté au nouveau climat et incapable de s'y adapter dans les temps. Parce que le changement climatique, ce n'est pas un problème pour la forêt. Les arbres, leurs aires de croissance, ils s'étendent parce que les graines voyagent avec le vent, les animaux, etc. Donc les arbres, ils savent bouger, s'adapter. Il y a des milliers d'années, il n'y avait pas de chêne ici, maintenant il y en a. Et puis, le problème, ce n'est pas le changement, c'est la vitesse du changement. Et les arbres ne courent pas assez vite pour se relocaliser en fonction du nouveau climat. Donc, on a besoin de l'action de l'homme pour replanter les forêts et pour les planter de façon robuste et résiliente. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On reboise des forêts, on développe des nouvelles forêts sur des terres en friche aux côtés de forestiers. On a aussi l'agriculture. Vous savez qu'on dit beaucoup que les arbres sont un puits de carbone, qui vont stocker du carbone, l'océan aussi, mais le sol est un puits de carbone phénoménal. Si on augmente
de 0,5% par an la quantité de carbone stockée dans les sols, on a réglé le problème du dérèglement climatique. 1,5% par an. Et comment on fait? Alors, comment on fait? Eh ben, la semaine dernière, j'étais justement chez des agriculteurs et qui me disaient, Thomas, je ne veux pas jeter la pierre à mes parents. Les anciens, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ce qui était bon à l'époque. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des sols complètement appauvris. On est obligé de mettre de plus en plus d'intrants. Moi, je ne veux pas laisser ça à mes parents, à mes enfants, aux générations futures. Je veux laisser un sol en meilleure qualité. Et donc, ils mettent de leur poche pour planter ce qu'on appelle des cultures intercalaires, qui vont être des légumineuses. Donc, on est allé voir dans les champs, ils m'ont montré, c'est des moutardes, c'est du radis blanc, et ça va pomper le carbone, mais aussi l'azote, et le restocker dans le sol. Donc, résultat, vous avez plus de carbone qui est stocké dans le sol, vous avez une vie microbienne, des bactéries, des champignons qui se développent dans les sols. Et comme vous avez stocké davantage d'azote, eh ben, il y a moins besoin de mettre des engrais la fois suivante. Donc, c'est tout effet bénéfique. Donc, on les aide à mettre en place ces actions-là. Et donc, ces projets, aussi bien de transition agricole que de reforestation, eh ben, on les fait financer par des entreprises qui veulent contribuer à avoir un effet positif. C'est un premier pas vers une contribution positive pour les écosystèmes et qui veulent aussi agir sur ce qu'on appelle leur scope 3, leur chaîne de valeur d'approvisionnement amont. Et c'est là qu'on voit aussi tout l'intérêt de fonctionner en écosystème et aussi toute la difficulté. C'est que quand on a une entreprise qui se dit « moi je veux retrouver les agriculteurs qui sont dans mon scope 3 », pour les aider, les accompagner dans cette transition, eh ben, il faut forcément travailler avec la coopérative, le transformateur, le négoce, avec tous ceux qui sont dans cette chaîne de valeur. Et c'est prometteur, mais très compliqué, parce que nécessairement, les fonctionnements classiques de tous ces acteurs-là, c'est de faire jouer la concurrence, c'est de ne pas s'engager dans la durée, c'est de vouloir capter une partie de la valeur ajoutée. Et donc, si je te donne accès à mes fournisseurs, tu vas me bypasser. Et tout ça, c'est un putain de chantier et qui n'est pas juste technique, mais qui est comment est-ce qu'on aligne tous les acteurs et comment est-ce qu'on les met en mouvement. Vous parliez de modèles classiques, justement, on tourne un petit peu autour depuis le début, mais on parlait de décroissance en introduction, mais on a un changement de modèle, on a des modèles alternatifs potentiels, vous l'avez évoqué à l'instant, et je vais donner la parole à Fabrice Bonifay pour développer un peu cette notion d'économie d'usage. Est-ce que on peut collectivement se dire que si on mute vers cette économie de l'usage ou de la fonctionnalité, on arriverait à aller vers quelque chose de régénératif? Ça ne suffira pas, parce qu'il faut aussi voir la destination du produit. Si je reprends l'exemple de Maximilien sur Vallourec, moi je trouve que c'est un très bel exemple. Ils ont réussi certainement à produire donc des tubes en acier de façon beaucoup plus propre que ce qu'ils faisaient dans le temps, quand ils faisaient la réduction charbon, etc. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que Vallourec, ils font des tubes en acier pour l'industrie pétrolière et gazière. Oui. Voilà. Donc, la destination est importante. Voilà. Donc c'est un peu le gars qui va couper un arbre avec une tronçonneuse avec de l'essence bio dedans. Hein. C'est vraiment ça qu'on veut, quoi. Donc ça repose la question de mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et après, qu'est-ce qu'on fabrique par rapport à ce qu'on veut vraiment? Donc, c'est la raison d'être. Et donc, il ne faut pas se raconter de carabistu. On est à la fin de produire à Blabla. Il va falloir ralentir la taille de l'économie. Parce que dans la taille de l'économie, il y a de l'essentiel et il y a du non-essentiel. Et ceux qui doivent décider ce qui est essentiel, c'est les gens. C'est les gens. Voilà, il n'y aura pas une autorité organisatrice qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, il faut interroger les gens sur ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre bien, ils veulent vivre en bonne santé, ils veulent manger bien. C'est ça qu'ils veulent. Et on ne pourra pas continuer de faire fonctionner une économie où on va faire des baskets connectées bio ou des distributeurs pour chats, de croquettes pour chats avec de l'intelligence artificielle, avec des énergies renouvelables. J'ai entendu des poubelles autonomes. Non mais enfin, bon. un peu de... Donc, on est encore au salon. Ouais. Respect. Donc ça, vous avez compris déjà le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est qu'il faut faire baisser la pression sur les ressources, parce que oui, le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie et des matières premières qu'on trouve dans la nature. Deux types de matières premières, les renouvelables. Alors,
alors, qui se renouvellent si on leur laisse le temps de se renouveler. Voilà. Donc il faut faire tout ce qu'il a dit le monsieur, là, Thomas, là, ça il faut le faire. Et puis il y a les non renouvelables. Et non renouvelables, c'est quand même, allez, plus de la moitié, un peu plus de la moitié du business mondial. Oui. C'est les métaux. Voilà. Là, prenez le tableau de Mendeleïev, on utilise quasiment tout dans le tableau de Mendeleïev aujourd'hui. Et ça, c'est en dimension finie, comme dirait tonton Janco. C'est fini, c'est une courbe de Gauss. Bon, je sais qu'il y en a qui pensent que la Terre est plate, hein, mais a priori, c'est rond, quoi. Hein. Donc, on a tellement gaspillé ces ressources depuis 150 ans, ben, il y en a moins. Enfin, c'est pas tellement qu'il y en a moins. Il y en a encore beaucoup. Mais elle est moins disponible. Puis C'est aller plus les chercher. il va falloir la chercher. On rentre dans l'exotique, comme dirait Bernard Billier. Là, hein. On est dans l'exotique fort. Donc à partir de là, il faut fabriquer moins. Voilà. Fabriquer moins ou fabriquer différemment? Non, il faut fabriquer moins. Ouais, je voulais faire une transition pour Serre Duré, mais bon. Non. Il faut fabriquer moins. Beaucoup, même dans le différemment, il va falloir faire moins. D'accord. Mais vraiment beaucoup moins. Et donc, fabriquer moins, ça veut dire, si on veut pas... Parce qu'en fait, ceux qui contestent ce genre de thèse disent « Ah, ben, voulez-vous nous ramener à l'âge de pierre ?» Les Amish, non, mais les Amish, c'est pas si con, les Amish. Hein. Renoncer au progrès au sens... Parce que dans la tête des gens, le progrès, c'est la technologie, quoi. C'est ça le progrès. Bon, mais non, le progrès, c'est pas ça du tout, pour moi en tout cas. Mais pas question de renoncer au meilleur de la technologie. Hein. Personne n'a envie de revenir au dentiste des années 80. Personne n'a envie d'aller se faire soigner dans un hôpital où il n'y a pas de scanner. Moi, je ne veux pas de ça non plus, hein, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour personne. Mais ce qui est important, c'est de dire aux industriels, demain, le but, c'est pas que vous fabriquiez de plus en plus de casseroles tous les ans, ou de plus en plus de scanners, de plus en plus de perceuses. Non. Le but, c'est que vous en fabriquiez peu, très peu, mais que ça dure très, très longtemps. Nous, dans le BTP, quand vous allez en vacances, les seuls bâtiments que vous allez visiter, ce n'est pas les bâtiments qui ont été construits il y a 50 ans. Hein. Ceux-là, vous ne les visitez pas. Hein. Non, vous allez visiter des bâtiments qui ont été construits il y a 100 ans, 200 ans, parce qu'ils étaient construits pour durer. Aujourd'hui, si on dit aux industriels, on change les règles du jeu, vous fabriquez, vous restez propriétaire des produits, vous vendez l'usage, je peux vous garantir que les ingénieurs que nous avons, qui sont d'excellents ingénieurs, on est capable de faire des machines à laver qui durent 80 ans. On est capable de faire des voitures qui roulent 1 million de kilomètres. On est capable de faire des bâtiments qui durent 500 ans. On est capable. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de technologie là-dedans. Mais par contre, il faut partager. On n'utilise pas tous les mètres carrés d'un bâtiment en même temps. On n'utilise pas sa perceuse en permanence. On n'utilise pas sa voiture en permanence. Donc, si on fait la somme de tout ce qu'on n'utilise pas, donc on a tout dimensionné au pic, on veut pouvoir tout utiliser en même temps alors que les journées font 24 heures. Et moi, j'aime bien cette histoire. Ça a été fait dans les années 90, où on avait demandé à des familles, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, de sortir tout ce qu'ils avaient chez eux, des familles de 3-4 personnes, mais vraiment sortir tout. Hein. Alors, ils se faisaient aider après pour ranger. Hein. Mais vraiment, les cure-dents, tout, les petites culottes, tout. On sortait tout et on leur dit, voilà, vous allez faire 3 tas. Alors, c'était au Mexique, aux États-Unis, en France, partout. Hein. Donc, il y a eu des photos là-dessus. Et puis on leur dit, voilà, vous faites 3 tas, vous faites un tas de choses que vous utilisez tous les jours, de choses que vous utilisez de temps en temps, et puis de trucs que vous utilisez jamais. Là, Pareto est passé par là. Il y a 80% de trucs chez vous, là, dans vos placards, des livres, des CD, de la vaisselle, des vêtements, que vous n'utiliserez plus jamais. Que vous allez stocker toute votre vie, ça vous fait chier, ça vous remplit les placards d'ailleurs. Et quand vous allez déménager, vous allez en jeter beaucoup. Puis quand vous allez décéder, c'est vos enfants qui vont le jeter. Voilà. Et on vit comme ça. Et le problème, c'est nous, hein, c'est les pays à haut revenu. On a accumulé des trucs avec des taux d'usage, des temps d'usage qui sont extrêmement petits. Donc ça, c'est ce nouvel imaginaire de la location. Donc le but, ce n'est pas de renoncer, c'est simplement de partager. Donc dire aux industriels, oui, fabriquez-nous des produits, mais on va en acheter l'usage. Et puis, comme ça, ils seront forcément réparables, parce que même quand on achète l'usage, ils peuvent tomber en panne. Mais, voilà. Et mettons notre ego, parce que c'est de frénésie de changer de fringue, quand c'est la mode du bleu, il faut s'acheter en bleu. Là, il faut utiliser le marketing, changer l'usage du marketing, pour faire un marketing d'usage, là pour le coup, et changer cet imaginaire de désir mimétique, où on veut toujours ce que le voisin a, sous prétexte parce qu'il l'a.
Alors bien, qu'on c'est n'a pas vraiment besoin. quand on vous entend, on a l'impression que les solutions sont là et que... Ah non, mais il y a aucun. Non, mais tous ceux qui vous disent que pour la transition, on a besoin de sauts technologiques, on a besoin de sauts quantiques, etc., mais ça, c'est des idiots, des cons. Voilà. On peut le dire à cette heure-ci. Voilà. Moi, je le prends. Donc, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, on a tout sur la table. Les innovations à mettre en place pour changer de modèle, c'est des innovations organisationnelles et de s'inspirer, comme l'a dit Céline, sur les principes du vivant. On a quand même des innovateurs qui produisent des choses différemment. Je refais ma transition pour passer la parole à Cyr Duré sur cette question du concret, parce qu'avec GreenFib, vous parliez de la guitare tout à l'heure, vous essayez quand même d'aller vers quelque chose. Est-ce que déjà GreenFib est pour vous une entreprise régénératrice? Et dites-nous un peu ce que vous y faites et comment vous produisez. Alors, je vais aller très vite sur la matière, parce que tout est sur le site internet. Ça ne sert à rien que je redise des trucs qui sont accessibles partout. C'est juste, elle est 100% biosourcée, elle est issue de terres non vivrières et elle est durable. Pour mes lunettes, c'est garanti 30 ans. Donc pour moi, c'est un copain de collège qui a inventé cette matière-là. Quand j'ai vu ça, moi qui suis un RH formateur à la base, je ne suis pas chimiste, rien du tout, je me suis dit, si elle est si cohérente que ça, avec ses faiblesses évidemment, mais ça m'intéresse de voir comment je peux m'appuyer là-dessus pour que tous ceux qui touchent cette matière, que ce soit des industriels, des distributeurs, des usagers, je me débrouille, pour rester poli, pour que ça contribue à changer leur comportement et qu'on développe des éco-comportements chez ces gens-là. Parce que l'éco-conception, c'est bien. Il faut 2 personnes pour concevoir un enfant, il faut tout un village pour l'éduquer. Donc l'éco-conception, c'est nécessaire. Mais les éco-comportements, ça me paraît essentiel. Et notamment cette notion de durabilité entre le sourcing et la fin de vie. En fait, l'enjeu majeur, il est dans nos comportements pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc du coup, je suis parti dans cette histoire-là, avec cette matière-là, pour cette raison-là. Petit message, je me permets aussi, j'espère qu'on développe notre part de féminité. Message personnel encore ou pas? Non, mais c'est important aussi. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça vite. Allez-y sur la part de féminité. Je vous interrompu pas. Je pense que c'est important qu'on la développe, nous, les mecs, quoi. Voilà, donc voilà. Et qu'on l'exprime aussi quand on est là. Donc voilà. Alors moi, je dis souvent, on s'inspire autour de nous, ce que je suis vraiment en train de faire là. On expérimente entre nous et on partage avec vous. Donc on n'est pas des intellectuels ni des conceptuels, on est plutôt des intellectuels et des conceptuels. C'est comme ça qu'on se définit. Et comment on fait? GreenFib, c'est une matière et une manière. Et notre manière, c'est de faire en sorte que l'écosystème indus autour de nous, on les fait travailler, par exemple, en sous-traitance, mais pas seulement. On les réunit dans un théâtre équestre et on bosse sur l'ACV. C'est quoi une ACV? C'est quoi les résultats de l'ACV de GreenFib? Et après, on bascule sur qu'est-ce que ce sujet-là, vous pouvez en faire dans votre boîte à vous, indépendamment de GreenFib. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui vous manque pour avancer? Qu'est-ce que vous risquez à oser travailler là-dessus, etc. Sur nos clients, on est plutôt dans des dynamiques de booster d'impact, où on les réunit aussi, et sur comment trouver sa juste communication entre le greenwashing et le dogmatisme écologique, avec de l'apport d'experts et de l'expérimentation devant une caméra et compagnie. Donc c'est un peu notre manière de travailler pas tout seul, pour essayer de contribuer à faire en sorte que tous ceux qui nous côtoient, on arrive en respectant chacun à titiller tout le monde pour que ça bouge, quoi. Alors, dernier tour de table avant de passer aux questions, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute encore des petites questions à poser à notre panel. Je vais commencer par vous, Maximilien Roubert. En fait, je voulais qu'on parle un peu de prospective et qu'on se projette un peu dans l'avenir, mais je vais changer mon fusil d'épaule et vous prendre toutes et tous à dépourvu. Et je vais commencer par vous, Maximilien Roubert, parce que vous vous êtes prêté au jeu de la prospective dans cet ouvrage, La France bleu, blanc, vert, qui est apparu chez un très chouette éditeur, puisqu'il s'agit de l'ADN. Ah, c'est intéressant ça. Vous vous êtes prêté au jeu de la prospective sur l'adaptation au dérèglement climatique, au changement climatique. Là, j'aimerais que vous vous mettiez dans la peau d'un conseiller du gouvernement. Voilà. Il se trouve qu'il y a un gouvernement en France. Bravo la France. Bravo la République. Donc ce gouvernement a été nommé. On a un certain nombre d'économies à faire. On va taper sur un certain nombre de choses, parmi lesquelles le fonds vert. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est sur la table. Il y a un certain nombre de réductions budgétaires qui sont en cours. Si vous deviez leur conseiller une mesure pour qu'on passe à l'économie régénérative, une mesure actionnable facilement,
laquelle ce serait. Et comme ça, je vous prends vous au dépourvu et puis je laisse vos camarades réfléchir. Et vous n'avez pas le droit, bien sûr, de dire « Ah, ça a déjà été dit ». Voilà. Et on va vous faire dans l'ordre. Comme ça, Fabrice, vous êtes le dernier. Super sympa, merci Guillaume. J'adore le dépourvu, je suis totalement dépourvu. Alors j'ai gagné un peu de temps en disant merci Fabrice de m'avoir cassé mon cou tout à l'heure sur Vallourec. Voilà, histoire de... Voilà. Et évidemment, vous aurez compris, et ça me permet de boucler avec l'humilité que j'évoquais en début de propos, on est au début de l'économie régénérative, et donc on n'a pas beaucoup d'exemples, et des fois on a des exemples peut-être un peu critiquables. Merci Fabrice. Voilà, donc une fois ça dit, j'ai gagné 20 secondes. J'ai pas eu d'idée parce que j'ai parlé en même temps, mais si... Non, le critère, en fait, je vais reboucler avec quelque chose qui vous traumatise tous aujourd'hui, qui est la CSRD. Voilà, ne faites pas semblant, on est tous traumatisés par la CSRD, même si c'est un super outil qui permet de comprendre pas mal de choses sur nos sujets. Et ben, si j'ai un rêve à partager avec vous, c'est qu'on ait, alors je ne saurais pas donner l'acronyme, mais qu'on conditionne l'ensemble des financements, et ils sont nombreux publics, et l'autorisation d'agir à des critères de performance régénérative, oublier performance, mais des critères régénératifs. C'est-à-dire qu'on a la CSRD, on a la CS3D, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la Corporate Regenerative Directive qui structurerait une vision d'un projet européen qui serait de favoriser tous les produits et tous les modèles économiques. Partons des produits, c'est plus facilement comptabilisable. Tous les produits qui seraient régénératifs à l'horizon 2040, au hasard, 2050, soyons fous, qui donnerait du temps aux entreprises pour se projeter, mais en leur disant, ben voilà, vous avez des paliers, on peut objectiver cette performance ou cette réalité de produits régénératifs. Ben, sachez que si vous voulez encore exercer votre activité en Europe en 2050, il faudra que vous ayez atteint neutralité ou positivité régénératif sur l'ensemble de vos produits à l'horizon 2050. Ce qui donne une perspective de long terme, ce qui donne un horizon, ce qui donne une trajectoire et ce qui donne une direction. Vous voyez que j'ai bien fait de commencer par Maximilien Rouher. Vous pouvez passer le micro à Céline. Céline, même punition si vous aviez une mesure à conseiller au gouvernement en place sur la question de la régénération. Alors, je ne répondrai pas directement sur une mesure en particulier. En revanche, il y a quelque chose qui semble de plus en plus clair de mon point de vue, et puis celui d'AXA Climate en général, parce qu'on travaille beaucoup sur l'adaptation climatique. Et c'est celui de... Il y a un chantier qui est monstrueux, il y a quelque chose d'extrêmement systémique qu'on doit aborder. Et on dit beaucoup, il faut dézoomer et il faut essayer de regarder ces parties prenantes au sens large. C'est ultra dur. Et donc, je pense que il y a une des mesures sur lesquelles le gouvernement pourrait aider, c'est redonner beaucoup plus de pouvoir localement. D'accord. Et de décentraliser un maximum. Parce qu'en fait, ce dézoom, il est ultra utile, mais il y a un zoom qui est utile aussi, qui est celui de dire si on arrive à faire collaborer différents concurrents, par exemple, d'une même industrie, ou si on arrive à faire collaborer le privé et le public, ce sera à la maille fine du territoire, une fois de plus. Donc moi, c'est de là-dessus que j'essaierai de convaincre le gouvernement d'avancer, parce qu'on ne va pas du tout vers beaucoup plus de décentralisation. Et pour arriver à rentrer dans de la vraie collaboration humaine, avec de l'émotion, ça peut se faire aussi co-local, et pas dans des sphères de technocrates beaucoup trop loin de la Terre. Au niveau méta, on est girondin, c'est bien. Merci, merci pour cette mesure. Vous pouvez, ouais, ça s'applaudit. Thomas Bladier, vous avez eu le temps de réfléchir un peu. Alors cette mesure, ouais, j'ai eu le temps, mais parfois c'est pas bien d'avoir le temps parce que on se dit, il y a plein d'idées qui sont passées et non, ça c'est pas la bonne. Non, alors, la première qui est venue déjà, elle n'a rien à voir avec ta question, mais c'est qu'est-ce que le gouvernement devrait faire. J'ai été interrogé là-dessus à Vivatech et ça va te faire plaisir. J'ai dit interdire le plastique. Voilà, moi, au climat, on s'occupe de régénérer des écosystèmes, donc les forêts et les agriculteurs. Mais moi, quand je vois un morceau de plastique traîner sur le trottoir, ça me rend physiquement malade. Et voilà, donc ce serait ça, moi, ma mesure. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le régénératif, mais sur le régénératif, je pense que, et je te rejoins, Maximilien, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on s'impose, nous, comme règle en France ou en Europe. À chaque fois, c'est emmerdant parce que les autres n'ont pas les mêmes. Et donc, est-ce qu'on met des barrières aux frontières ou est-ce qu'on est les seuls à se dire on montre le chemin avec aussi toute l'arrogance qu'il y a derrière. Et je n'ai pas la bonne solution, mais je pense qu'il faut des deux. Il faut à la fois essayer de faire en sorte que quand nos industriels vont se faire entre guillemets plus mal, ils ne soient pas remplacés par des concurrents
étrangers qui n'ont pas les mêmes règles. Et aussi, il faut accepter de montrer le chemin. Ma fille était au Chili l'année dernière et elle me disait, tu as des gens qui font grève parce qu'ils disent on veut avoir les mêmes normes environnementales qu'en Europe. Donc, le fait de nous faire mal pour, entre guillemets, montrer le chemin avec toute la part d'arrogance que ça a, eh ben, c'est aussi quelque chose qui est vertueux. Et puis après, en fait, ta question, je ne sais pas si elle est très pertinente parce qu'en fait, entreprise, certes, il faut que tout le monde se bouge. Les entreprises, je prends tout. Les entreprises, les pouvoirs publics et les particuliers. Mais déjà, les pouvoirs publics, ils ne sont pas dans cette salle. Et la régénération, c'est beaucoup aux entreprises de se bouger. Donc les entreprises, on en a parlé. L'État, à mon avis, il n'est pas là. Après, moi, ce qui me rend optimiste aussi, c'est tous les gens qui sont ici, hein, toute l'énergie qu'il y a dans cette salle, et nous tous qui pouvons, dans nos entreprises, essayer d'impulser le changement. Merci Thomas Bladier. Sir Dioré, à vous. Moi, j'en ai deux. Allez-y. J'en ai une un peu implicite entre eux, qu'ils s'autorisent à être vulnérables. Ça me paraît essentiel pour qu'on puisse finir par avancer avec eux. Et la mesure explicite, un peu dans le prolongement de ce que disait Céline, c'est en fait, j'aimerais bien qu'on développe des zones d'expérimentation, en résonance aussi avec Olivier Hamant. Pour être robuste, il faut développer sa capacité d'adaptation et donc d'expérimentation. Et on est trop dans la réglementation. On n'a pas de zone grise comme on trouve chez Mustela ou ailleurs, d'expérimentation pour qu'on puisse voir ce qui marche, voir ce qu'on peut développer, démultiplier. Voilà, ce serait ça. Et j'ai un rêve. Allez. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, je puisse la louer, ma matière. Parce que si j'arrive à la louer, là, on aura vraiment tout, quoi. Et tout le monde sera engagé et ça tournera à rond. Pas mal. Fabrice Bonifay. Alors moi, je rentre au gouvernement à 14h06. Ouais, je sais que vous avez été contacté. Je sors à 14h07. Voilà. Et entre les deux, j'ai signé un décret pour rendre obligatoire la comptabilité multicapitale et demander aux entreprises de présenter tous les ans un triple bilan, capital nature, maintenabilité du capital nature, du capital humain et du capital financier, non substituable, hein, donc au coût de maintien du capital nature. Sinon, les 15 à 20% d'amende sur le chiffre d'affaires de la boîte, si jamais ils n'y arrivent pas. Voilà. Et carton rouge. Et je démissionne après à 14h09. Tel un prince. Voilà. Et après, je vais jouer au boule et je fais la sieste. Voilà. Avec le crépier breton. Bon, écoutez, on a encore un tout petit peu de temps pour des questions. Je vous sentais assez fébrile avec des envies de poser des questions. Alors, si Séverine veut répondre, elle est la bienvenue. Mais peut-être qu'on aura une question, voire deux. On a peut-être le temps. Il y a des micros qui traînent dans la salle. Il va falloir vous déplacer. Je suis désolé, ils sont là et là. Ils doivent être branchés. Si vous pouvez vous les faire passer à madame, là, par exemple, juste là-bas. Et si vous pouviez vous présenter également avant de poser la question, afin qu'on sache qui parle, camarade. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Laetitia, merci pour votre intervention authentique et avec votre part de féminité. J'ai une question de précision. On a beaucoup parlé d'entreprises régénératives du vivant humain et non humain, mais surtout non humain. C'est quoi et ça sera quoi le rôle d'une entreprise régénérative sur l'humain? Qui veut prendre la réponse à cette question? Allez. Je pense qu'il y a plusieurs, évidemment, il y a une multitude de réponses à cette question. Si je me remets sur les principes du vivant, je pense qu'il y a un sujet de diversité qu'il faut aborder. Quand on parle de dérèglement climatique, on parle aussi de près d'1 milliard de personnes qui s'apprêtent à bouger. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver chez nous où on a la chance d'être beaucoup mieux lotis que dans beaucoup d'autres endroits du globe. Ça veut dire qu'il va falloir aussi apprendre à accepter la différence et à ouvrir des portes plutôt que de monter des murs. Ça va être très urgent. Par ailleurs, si toujours on regarde comment fonctionne la nature, qui est mon prisme, je pense qu'il y a un vrai sujet de décentralisation, de vraiment abandonner cette notion ultra hiérarchique dans laquelle on fonctionne. Dans une forêt, il n'y a pas un arbre qui est le chef. C'est facile aussi, quand on s'y met, de donner dans une entreprise à des gens la volonté d'agir par eux-mêmes plutôt qu'en recevant des ordres. Et je me permets juste de reparler d'une conférence à laquelle j'étais hier. Je ne sais pas si vous étiez présent quand s'est exprimé
Rodolphe Debord, je crois, qui s'appelait voilà, de Rabot du Tilleul. Et il y a eu un vrai moment, je trouve, de grande émotion quand il s'est exprimé, parce qu'en fait, il a parlé du fait que dans son entreprise, évidemment, ça fait 10 ans qu'on dit bah ouais, ça va être compliqué, le réchauffement climatique, nous on fait du BTP. Et en fait, il a fait une étude avec la BPI qui lui a montré précisément par une cartographie sur des zones de chantier qu'il a, quel type de risque il va avoir. Et il racontait que quand il était au milieu d'une table ronde où on avait pour la première fois les résultats de l'étude et qu'il y avait tout un tas de gens qui ont un travail concret dans cette entreprise et qui ne comprennent pas pourquoi on doit se serrer la ceinture sur des tas de choses, tout à coup, quand on leur dit en fait, le jour où il y a une canicule, l'eau, tu crois vraiment qu'elle va servir à faire du béton? Tu crois vraiment que la personne qui est en charge de cette décision à la municipalité, elle va pas plutôt faire boire les gens ou faire arroser des cultures? Et quand il y aura une inondation et que les mecs ils vont venir sur ton chantier en barque et qu'ils vont devoir dormir dessus, tes ouvriers, parce qu'ils n'auront pas le moyen de rentrer chez eux. Et en fait, il racontait tout ça. Les gens se sont mis à se marrer dans la salle, parce qu'il faut dire que ce monsieur, il a une façon de s'exprimer qui est très spirituelle. Il a une sacrée gouaille. Et il a dit, mais en fait, arrêtez de vous marrer, c'est pas drôle. Et ça nous a fait vraiment quelque chose. Enfin, je ne sais pas si les gens étaient dans la salle, mais c'était vraiment intéressant de voir cet homme qui disait, pour embarquer les gens dans les boîtes, faut peut-être aussi leur foutre les jetons un petit peu et leur dire concrètement à quoi va ressembler leur quotidien. Donc, je pense que c'est ça aussi la régénération humaine. C'est pas prendre les gens pour des imbéciles, c'est les embarquer avec nous et c'est essayer de bosser un peu sur notre muscle de la tolérance. Moi, je trouve que c'est une excellente réponse. Voilà. Petite question là-bas, monsieur à casquette jaune. Bonsoir. Oui, bonsoir. Loïc, danseur de breakdance. Il est 18h, apparemment, c'est le moment un peu de tirer à balles réelles sur Pro Durable. Du coup, moi, j'ai déjà une observation et après une question. Dans cette personne ne vous l'a question... demandé, hein, Loïc, de tirer à balles réelles. Rangez-moi ce flingue. Ok, je range le gun. Ah, merci. Non, mais en fait, le truc qui m'attriste un tout petit peu, c'est qu'il y a le mot régénération, il y a le mot écosystème, il y a le mot société, et il n'y a pas de sciences sociales autour de cette table, dans ce panel. Il n'y a pas de scientifiques et il n'y a pas de personnes spécialistes dans ce domaine. C'est dommage, ça aurait permis d'avoir... Parce que sinon, on recrée de l'entre-soi et c'est un petit peu dommage. Et ma question, elle est vachement liée à la dernière question que tu as posée. C'est la place du militantisme et de la politique dans les entreprises, selon vous, quand est-ce qu'on réinjecte tout ça et quand est-ce que du coup, on passe à l'action aussi de manière très militante en fait. Un petit peu de rapport de force, c'est ça ? Par exemple. Merci Loïc. Merci pour cette question, qui sera la dernière, ce qui tombe bien puisque je l'aime bien cette question, merci. Qui veut prendre la réponse ? Peut-être Thomas Bladier ? Moi, à titre personnel, je pense que militantisme, action, engagement politique, c'est super important. Et pour moi, c'est différent de l'entreprise. Voilà, donc en tant que chef d'entreprise, moi, c'est deux choses qui sont à côté, qui sont super importantes, parce qu'encore une fois, il y a l'État, les citoyens et les entreprises. Il ne faut pas oublier les citoyens, mais pour moi, c'est différent. Mais citoyen, ça veut dire consommateur, ça veut dire électeur, et ça veut dire effectivement aussi activiste. Je crois que Céline Robert n'est pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Non, j'ai pas. Après, c'est une vision qui est extrêmement personnelle, mais pour moi, non. Le monde de l'entreprise, il peut pas être dénué d'une forme d'engagement politique. Je pense qu'on arrive dans un moment où on n'a pas vraiment le choix que d'ouvrir notre gueule sur ce qu'on pense être réellement important. Et donc, je conçois que ce soit difficile. J'ai déjà eu des conversations avec mon DG sur des sujets politiques sur lesquels la moitié de la boîte a envie qu'ils prennent position, et puis c'est difficile. Donc, ouais, je dis pas que ce sera facile, mais il va falloir faire preuve d'un peu de courage. Fabrice Bonifay, vous en êtes fait peut-être un sacerdoce de mettre de la politique dans vos interventions. Ouais. Il faut se rappeler la citation de Upton Sinclair. C'est normal pour un cadre de ne pas comprendre une chose lorsque son salaire dépend qu'il ne comprenne pas cette chose. Et que moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Céline. Oui, forcément, on n'a plus le temps maintenant de tourner autour du pot. Moi, je pense que c'est rendre service à son entreprise de lui dire la vérité de la science. Voilà. Moi, c'est ma posture en tout cas. La vraie loyauté pour un exécutif, c'est pas de dire que la croissance infinie, que le technosolutionnisme, ça va nous permettre de décroître en absolu nos émissions de gaz à effet de serre de 5% pendant 25 ans. Parce que dire ça, c'est soit on est incompétent, soit on est menteur. Et on n'en a pas besoin de... Et je crois que dans une entreprise, on n'a pas besoin de gens incompétents, on n'a pas besoin de gens lâches. On a besoin de gens courageux qui disent la vérité. Oui, on va gagner moins d'argent, mais on va rester vivant. C'est quand même pas mal.
De l'amour et du courage politique, c'est très bien. Maximilien Rouher, peut-être vous vouliez juste ajouter quelque chose et puis après on va conclure. Oui. Moi, de manière très simple, en fait, on a tous un certain nombre de personnalités. On est parents, on est professionnel, on est dans la cité, on peut être aussi élu ou électeur, on peut être cultuel ou culturel, on peut être... Bref, vous voyez qu'on a des leviers d'action qui peuvent s'exercer. Il ne faut pas réduire notre engagement à l'entreprise, mais il ne faut pas non plus exclure toutes les autres formes d'engagement. Il y a toute cette diversité qui font nos quotidiens, qui sont autant de leviers d'action. Je dirais une chose, je me souviens d'une mission, voilà, c'est de l'archéologiste il y a 15 ans, mais avec quelqu'un qui a marqué au moins le monde de la distribution, qui était Serge Papin. Serge Papin, il a changé un certain nombre de choses. Et il disait, ce qui m'a permis de faire changer les choses, c'est parce que j'avais des courriers de lecteurs, enfin de consommateurs. Dans les magasins, j'avais des courriers et il suffisait d'un courrier nominatif à un propriétaire de magasin ou un courrier qui m'était adressé à moi et ça pouvait prendre les tripes de ce directeur de magasin, de ce patron, etc. pendant une journée. Moi, je me souviens d'avoir assisté à un conseil d'administration, je dirais, de personnes. Voilà, on passait beaucoup de temps sur des dossiers, etc. Et puis à un moment, se pose la question du renouvellement d'un parquet. Tout d'un coup, on voit le CEO qui s'arrête. C'est une boîte en plusieurs milliards d'euros. Elle était questionnée par une ONG. L'ONG avait directement, nominativement impliqué le CEO en disant « Vous allez faire ce parquet avec du moringa. Le moringa, c'est un bois africain qui est tel et tel. Je vais vous désigner publiquement comme responsable sur ce sujet. » Tout ça pour vous dire que il y a un engagement aujourd'hui et une forme de courage qui doit s'exercer dans tous les petits gestes de la vie quotidienne et ne pas sous-estimer l'effet de levier que peuvent avoir des choses aussi insignifiantes que dire non, que dire je n'achète pas, que de questionner le pourquoi. Et ça peut passer dans nos rôles dans les entreprises, ça peut passer dans tous les micro-rôles, dans une association du Club de Boules, dont tu parlais tout à l'heure, Fabrice, peu importe, on s'en fout en fait. Le sujet, c'est être conscient que nous sommes acteurs au quotidien, et ça sera mon mot de la fin avec un clin d'œil à Cyr et à l'émotion. Hein. Oui, on ne bouge que quand on est ému, mais en fait, on peut être ému 1000 fois par jour, et ce qu'il faut, c'est exercer cette émotion par des actions immédiates. Ce qui nous permet aussi de gérer nos angoisses, en tout cas moi, ce qui me permet de gérer les miennes depuis 25 ans. Petit conseil santé mentale pour conclure. Et le point est pris sur les sciences sociales. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci à nos 5 participants. Et merci pour l'émotion et le courage.